Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lunch. À la une ce mois. À la une de cette 77e édition, nous allons parler des discussions en cours autour de la prévention et la résolution des conflits fiscaux liés notamment au prix des transferts. Un sujet hautement stratégique pour les administrations fiscales africaines. La question a été débattue lors de la 4e session du comité intergouvernemental de négociation qui s'est tenu du 2 au 13 février 2026 au siège des Nations Unies à New York. Ce comité, appelé en anglais INC, est l'organe officiellement chargé de rédiger la future convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale, ainsi que ses deux premiers protocoles, dont l'un sur la taxation des services transfrontaliers à l'ère du numérique et l'autre justement sur la prévention et la résolution des différends fiscaux. Cette convention, rappelons-le, est portée par le groupe africain à l'ONU et qui certainement a un grand intérêt à ce que les débats ne soient pas biaisés. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Alors reprenons les choses depuis le début. Il faut comprendre que lorsqu'une multinationale opère dans plusieurs pays, elle fait des transactions entre ses propres filiales. La filiale d'un pays X qui est basée aux Pays-Bas paye par exemple des royalties, des redevances à la filiale irlandaise, ou bien une filiale dans un pays africain paye une facture à la filiale qui est basée dans les îles Bermudes. Ces prix internes, on les appelle dans le jargon fiscal les prix de transfert. Le problème, c'est que les multinationales en général gonflent artificiellement ces prix pour faire apparaître les profits dans les pays où ils sont le moins taxés. Par exemple, une filiale basée, je dis n'importe quoi, au Kenya, paye un prix élevé à sa filiale dans les îles Caïmans. Ça réduit la base imposable au Kenya et c'est envoyé dans un pays, une juridiction qui a une faible fiscalité. Et du coup, le pays africain perd de l'argent et de l'autre côté, aucun pays ne retrouve cet argent si ce n'est la multinationale. Alors, pour contester ces manipulations, les administrations fiscales doivent pouvoir comparer les prix. Dès qu'elles sont informées, elles doivent pouvoir comparer les prix pratiqués avec ce que des entreprises indépendantes auraient facturé. On appelle cela les comparables. Et c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, la base des données des comparables est essentiellement gérée par des entreprises privées qui font du commerce et elle est extrêmement coûteuse. Parfois des milliers de dollars que ne peuvent se permettre toujours les administrations africaines. Alors, du coup, il y a eu lors des discussions à New York la question de savoir comment est-ce qu'on va régler ce problème, comment on va permettre au pays de pouvoir accéder à ces informations qui sont utiles pour renforcer la souveraineté fiscale, la capacité notamment des pays faibles à taxer. Alors, il y a eu une proposition de créer une task force, un groupe de travail, et son mandat devait être de cartographier les besoins en information des États, évaluer les outils existants, examiner les options pour améliorer l'accès. Mais évidemment, ces propositions
n'ont pas manqué d'attirer le questionnement de quelques pays africains. C'est le cas par exemple du Sénégal qui attire l'attention que cette task force, on peut très bien la mettre en place, mais il ne faut pas qu'on oublie que les prix qui sont pratiqués aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Chine, ne sont pas les mêmes qu'en Afrique et qu'il faudrait en tenir compte. Écoutons le représentant du Sénégal prenant la parole lors des débats. Nous soutenons l'existence d'une base de données qui permettrait de prévenir éventuellement certaines disputes qui seraient nées de l'application du principe de pleine concurrence. Toutefois, nous aimerions éviter le groupe de travail qui serait appelé à travailler sur cette base de données, à avoir une approche qui permettrait que les données collectées soient en corrélation avec les différents espaces géographiques. Parce que si nous prenons l'exemple des bases de données existantes, il y a peu d'informations qui proviennent par exemple de l'Afrique. Donc ce sont des comparables qui sont utilisés dans d'autres marchés. Et une fois utilisés en Afrique, nous sommes obligés donc de faire des ajustements pour prendre certains éléments comme les risques pays. Donc il serait important que les données qui pourraient être obtenues à partir du marché africain et dans d'autres pays le soient pour qu'on ait vraiment une base de données qui objectivement pourrait être utilisée. Je vous remercie. Alors, si le Sénégal est parti du postulat qu'on pouvait même admettre que soit mise en place une task force, le Ghana et le Libéria ont porté des inquiétudes davantage politiques. Le Ghana, il a dit « Attention au piège des structures parallèles ». Leur logique est toute simple, la logique du Ghana et du Libéria. Les pays africains ont déjà du mal à envoyer des experts afin de pouvoir aller négocier ces choses. Est-ce qu'on est donc sûr qu'ils pourront aller dans la task force? Bref, le Ghana s'est posé beaucoup de questions, aussi bien pour le compte du groupe africain que pour son compte propre en tant que pays. Écoutons le représentant du Ghana. In the capacity of Ghana, we're just asking ourselves a couple of... Prenons la parole pour le compte du Ghana. Nous nous posons quelques questions et nous avons quelques préoccupations concernant cette task force. Compte tenu de nos contraintes en ressources humaines et en expertise, prenez l'exemple du Ghana et des personnes que nous devrions désigner pour siéger dans cette task force. En même temps, il y a le travail intersectionnel en cours et nous voulons comprendre comment cette task force va coexister avec ces activités intersectionnelles. Parce que nous voyons arriver une nouvelle contrainte de ressources. Il faudra nommer des personnes et bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui siègent déjà dans les workstreams. Nous pensons donc que cette activité aurait dû être menée directement dans le cadre du workstream ou des discussions intersectionnelles. Autre préoccupation, à qui cette task force va-t-elle rendre compte? Nous voulons donc des précisions supplémentaires pour décider en connaissance de cause si nous devons soutenir cette initiative ou non. Whether or not we have to be supportive or not. Alors, cet aspect du débat, à savoir si oui ou non c'est pertinent d'avoir cette task force, survenait dans une discussion plus large sur la résolution et la prévention des conflits fiscaux, notamment sur ce qu'on appelle les prix de transfert, je l'ai déjà dit, mais aussi sur tout ce qui n'est pas prix de transfert. Il y a eu beaucoup de propositions, comme par exemple avoir des APA, une formule qui consiste à identifier les prix en avance et à faire des négociations sur la question. Alors sur ce point, l'Égypte est intervenue brillamment et a posé, pas une critique, mais a posé un point de vue qui demande de revoir les choses différemment. Écoutons le représentant de l'Égypte. Lorsqu'on examine le dispositif d'ensemble proposé pour la prévention des différends fiscaux, on voit qu'il comprend plusieurs mécanismes. Les accords préalables sur les prix ou encore APA, les audits simultanés, les réglementations préalables qui ne portent pas sur les prix de transfert et les audits conjoints. J'aimerais commenter rapidement chacun de ces mécanismes.
et préciser notre position sur celui que nous considérons comme le plus efficace. Le premier mécanisme proposé, ce sont les APA, les accords préalables sur les prix. Il faut souligner que ces accords, notamment bilatéraux et multilatéraux, peuvent effectivement offrir une sécurité fiscale, réduire le risque de double imposition et prévenir les différends futurs. Cependant, nous ne les considérons pas comme adaptés à devenir un mécanisme central de prévention, et ce pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, la plupart des pays en développement n'ont pas encore mis en place de programmes bilatéraux ou multilatéraux d'APA effectifs. En pratique, un grand nombre de pays n'opèrent que des APA unilatéraux, qui donnent une sécurité fiscale au niveau domestique, mais qui n'éliminent pas le risque de double imposition et qui n'impliquent aucun accord avec la juridiction partenaire. C'est l'une des principales raisons qui justifie pourquoi un APA ne peut pas être considéré comme un mécanisme central de prévention. La deuxième raison, c'est que toutes les transactions transfrontalières ne se prêtent pas à un APA. Tout le monde le sait, un APA, c'est un processus long qui convient surtout à des transactions complexes impliquant des actifs incorporels ou des actifs uniques. Le deuxième mécanisme, l'audit simultané, présente lui une alternative pratique fondée sur une interaction active entre administrations fiscales. Nous pensons que c'est la voie la plus efficace. L'audit simultané est plus opérationnel parce qu'il s'appuie sur la fonction d'audit existante, sans qu'il soit nécessaire de bâtir une nouvelle capacité ni de recruter des experts spécialisés en prix de transfert. Il favorise aussi la détection précoce des faits et la coopération entre administrations. Et surtout, il peut s'adapter aux capacités disponibles et être ajusté aux cas spécifiques de différents fiscaux. Quant aux deux autres mécanismes, les rulings préalables hors prix de transfert et les audits conjoints, nous les trouvons utiles, mais ils devraient être considérés comme complémentaires, étant donné qu'ils sont très exigeants sur le plan administratif et que leur applicabilité reste limitée d'une juridiction à l'autre. Alors, je profite pour expliquer ce que dit l'Égypte. L'Égypte ne dit pas que les accords préalables sur les prix sont mauvais. En fait, elle ne rejette pas avec violence. C'est une façon diplomatique de faire les choses. Ce que l'Égypte dit, et c'est beaucoup plus subtil, c'est que ce sont des outils qui sont adaptés aux pays riches, qui ne peuvent pas servir de moyen cardinal, de moyen central dans le cadre d'un protocole qui plus est des Nations Unies qui doit prendre en compte les intérêts d'un ensemble de pays qui n'ont pas forcément toujours les mêmes moyens. Déjà, l'Égypte donne ses raisons. Première raison, elle estime que la majorité des pays en développement n'ont pas accès à des accords préalables sur les prix. Deuxième raison, elle l'a dit très bien, le représentant de l'Égypte l'a dit très bien, les accords préalables ne marchent que pour une minorité de transactions. Et le processus pour avoir ces accords est tellement long qu'entre-temps, les pays africains vont se retrouver à perdre beaucoup d'argent. Et vous avez entendu aussi, l'Égypte a fait sa proposition. Alors, l'occasion pour moi de revenir sur ce débat. Mais pourquoi c'est important? Cette discussion peut sembler technique et procédurière. Après tout, pourquoi il faut qu'on discute des accords préalables, des BEPS et toutes ces choses dont on parle dans des cadres où il n'y a aucun Africain qui est capable de donner sa voix? Mais il faut comprendre pourquoi c'est important. La première chose, c'est que sans accès à l'information, tous les mécanismes négociés dans le cadre de cette convention ne vont pas être efficaces pour l'Afrique. Or, l'Afrique veut un système simplifié qui lui permet d'exercer sa souveraineté. La deuxième chose pour laquelle c'est important, c'est que ce petit débat sur la task force, sur les accords de prix préalables, sont un test de pouvoir de force. Rappelez-vous, le groupe africain a presque fait un passage en force pour qu'on puisse accepter l'idée même d'une telle convention, assistée bien évidemment par de nombreux académiciens, la société civile internationale. On a poussé fort pour faire accepter cela. Les pays de l'OCDE ont
en train de mettre des freins. Ils ne veulent pas qu'on avance. Ils ne veulent pas. Le système actuel leur est favorable. L'Afrique perd. Je parle de l'Afrique parce que c'est ce que je connais. Mais il y a d'autres pays du Sud global qui sont en train de perdre. Le troisième point, c'est que l'enjeu financier est colossal. Les estimations, par exemple, du State of Tax Justice Network, l'état de la justice fiscale dans le monde, nous rappellent que si on laisse les choses perdurer, on est sur une base minimum de 500 millions de dollars de pertes fiscales chaque année. Je n'ose pas vous dire comment est-ce que cet argent serait utilisé, notamment pour les hôpitaux en Afrique, pour des écoles en Amérique latine, pour des centres de formation en Asie du Sud-Est, là où il y a des pays qui ne sont pas toujours très riches. C'est là l'enjeu pour les Africains. Alors, de ce point de vue, que propose Tax Justice Network face à cette task force, face à ce débat? Tax Justice Network a apporté une proposition qui, de mon point de vue, est originale et mérite qu'on s'y arrête. Alors, selon la proposition de Tax Justice Network, au lieu de mettre en place des bases de données sur les prix de transfert ou encore créer une task force, on devrait plutôt se concentrer sur la mise en place d'un cadre de transparence optimal. Les entreprises multinationales doivent publier leurs comptes pays par pays et cela doit être rendu public. La liste des bénéficiaires effectifs doit être connue. Ça permet d'identifier qui bénéficie de quoi, aussi bien sur le plan légal que sur le plan physique. Et plus important encore, le cadre de transparence fiscale qui se manifeste par l'échange d'informations doit être complètement renforcé. Cette idée de ne pas mettre en place une task force, de ne pas revenir sur des choses comme des bases de données, a globalement été acceptée par la plupart des représentants africains qui ont pris la parole. Écoutez à ce propos ce qu'a dit une fois de plus le représentant du Ghana. Nous ne sommes toujours pas très au clair sur le travail intersessionnel. Et compte tenu du fait que nous sommes pressés par le temps, nous voulons finir ce travail l'an prochain. Et compte tenu aussi du fait que les ressources sont rares, si j'ai bien compris, vous avez mentionné que le secrétariat continuerait d'apporter son soutien. Or, je sais, de sources sûres, que le secrétariat est déjà surchargé, même avec le travail actuel. Nous pensons donc qu'il faudrait peut-être suspendre cette idée et la repenser, parce que nous voyons là, en grande partie, une duplication. Les workstreams peuvent parfaitement mener ce projet eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de monter une nouvelle task force avec des co-leads et, comme vous l'avez dit, une participation volontaire qui peut grimper jusqu'à 100 personnes. Dernier point, et non des moindres. Comment allez-vous financer ce travail? Qui va le financer? Concrètement, si un État membre est déjà surchargé pour financer la participation de ses experts au workstream, il devra encore financer d'autres experts pour la task force. Et cela retire des bras à un travail déjà à flux tendu. En tant que pays, nous pensons que c'est peut-être une bonne idée. Mais en l'état actuel, nous ne pensons pas que ce soit une priorité absolue pour avancer. Pour d'autres pays, notamment le Botswana, la question ne se pose même pas. Parler d'une task force, parler de toutes ces questions qui sont périphériques sont simplement une perte de temps. Il n'y a plus assez de temps. Il faudrait qu'on puisse trouver des solutions de simplification qui donnent aux pays les moins puissants de la souveraineté en matière d'imposition, qu'on quitte les solutions de l'OCDE, qui ne sont d'ailleurs même pas appliquées par les pays de l'OCDE eux-mêmes, les piliers 1, les piliers 2, on n'en veut pas. Les pays africains veulent qu'on avance sur une contribution, sur une convention qui leur permettra de pouvoir taxer, de pouvoir récupérer leurs impôts et lorsqu'il y a des défis, que cela puisse être réglé le plus simplement possible. Écoutons à ce propos le Botswana.
just one or two questions regarding Juste une ou deux questions concernant cette task force. Premièrement, avons-nous suffisamment de temps? Avons-nous le temps de mettre en place une nouvelle structure au sein de l'architecture des workstreams que nous avons déjà? Cela suppose de définir un nouveau mandat pour cette task force. Or, nous savons que les États membres ont déjà dû puiser profondément dans leurs ressources pour faire fonctionner les workstreams. Si nous créons maintenant une nouvelle structure, nous pensons que le mandat peut très bien être rempli par le travail des workstreams eux-mêmes, qu'il faut renforcer pour qu'ils livrent leur mandat. Nous estimons ne pas avoir le temps pour une task force spécifique. We don't think we have enough time. Voilà, c'est la fin de cette édition de votre podcast Impôts et Justice Sociale, que je rappelle est financé par Tax Justice Network grâce à la générosité de ses bailleurs de fonds. Nous leur disons merci. Après quelques mois de pause, nous vous promettons qu'il y aura 5 autres podcasts qui décrypteront les enjeux des négociations sur la coopération fiscale internationale. Je rappelle qu'il y aura un autre cycle de négociations en août. Ce sera à New York et après, ils reviendront certainement en Afrique. Et c'est une actualité qu'il faut suivre. Vous l'aurez noté. Le débat est technique, il y a des arguments politiques et même académiques, mais reprenez ce débat à votre compte. Il ne s'agit pas de simple discussion, il s'agit d'élaborer un instrument qui définira comment est-ce que les gouvernements futurs d'Afrique vont pouvoir mobiliser les moyens. Parce que quand les Africains vont emprunter sur les marchés internationaux, on les trouve trop risqués. Mais bien sûr qu'ils sont risqués parce qu'ils sont volés par leurs revenus fiscaux. On ne leur donne pas assez d'impôts. Le FMI, dans un rapport de 2021, rappelait qu'on perd dans le secteur extractif l'équivalent de 790 millions de dollars. Je ne parle pas des fuites globales qui sont estimées à 98 milliards de dollars en termes de flux financiers illicites ou encore des pertes fiscales du fait des multinationales qui atteignent 49 milliards de dollars selon Tax Justice Network. Alors c'est un débat que vous ne devez pas éviter, vous devez le prendre à cœur. Vous pouvez écouter votre podcast et bien sûr tous les autres 76 podcasts que nous avons produits sur la page des podcasts de Tax Justice Network à l'adresse podcast.taxjustice.net et vous cherchez Impôts et Justice Sociale. On le retrouve aussi sur les applications Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Amazon Music, Google Podcast, Pocket Cast, Overcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict. Vous n'allez pas vous perdre et c'est le meilleur à écouter en matière de justice fiscale. Et n'oubliez pas d'aller sur notre page YouTube pour y retrouver notre programme aussi en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe. À très bientôt pour une autre édition de ce podcast. Et d'ici là, soyez vigilants car vos impôts sont en train d'être volés et vous méritez de savoir comment faire pour les récupérer. Au revoir.